Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Coucou. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'accompagnement thérapeutique en groupe. Parce que pour en discuter régulièrement avec soit mes proches, soit aussi les personnes que j'accompagne en individuel, je sens que l'idée d'aller faire un travail thérapeutique ou initiatique en groupe m'est hyper mal à l'aise. Je sens qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup de barrières et je le comprends parce que je suis moi aussi passée par là. J'ai commencé par faire un travail thérapeutique en individuel, en cabinet avec un thérapeute et ensuite j'ai commencé à faire aussi du travail de groupe. Donc l'un n'est pas mieux que l'autre, disons que les deux se complètent énormément. Je pense que l'idée c'est d'abord de faire, après chacun le fait dans le sens qui lui parle. Moi je trouve que ça se complète bien dans le sens où si on a fait un travail en individuel en amont par exemple, la manière dont on va arriver dans le travail de groupe ne va pas être le même que si on commence par un travail de groupe. Mais ça peut se faire aussi dans l'autre sens. On peut très bien faire un travail de groupe et ensuite venir approfondir ou en tout cas ramener à son histoire à soi de manière individuelle ce qu'on a acquis en fait et ce qu'on a traversé dans le collectif. Donc les deux fonctionnent. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Et c'est parfois vraiment... Enfin, pas parfois d'ailleurs, c'est tellement transformateur un accompagnement de groupe. Qu'est-ce qui fait que c'est si différent de l'individuel ? Les deux ont leur point fort. L'individuel, c'est que voilà, tout le temps en fait de la séance, de l'accompagnement est dédié à toi-même finalement. Si tu as une séance individuelle, c'est ton espace, tu vas pouvoir avoir tout l'espace de parole pour déposer ton histoire, tes émotions, faire les exercices thérapeutiques qui vont être proposés par la personne qui t'accompagne, etc. Donc c'est vraiment, tu as toute ta place au cœur de cet accompagnement-là. En collectif, l'idée c'est que la place est partagée. Donc t'as moins d'espace, on va dire, de temps pour déposer ton histoire. Par contre, les exercices qui sont prévus dans les accompagnements de groupe sont d'une puissance qu'on ne peut pas avoir en individuel. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce qu'énergétiquement, il y a tout un groupe et que ça permet de faire des exercices dans une dimension tout autre. Et bien souvent, les accompagnements de groupe sont au minimum sur une demi-journée. Parfois, c'est une journée entière. Parfois, c'est un week-end. Parfois, c'est 3-4 jours. Parfois, c'est une semaine. Parfois, ça peut même être plus. Donc là, il y a un espace-temps, en fait, qui n'a plus rien à voir avec une séance individuelle qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et moi, je trouve que l'espace-temps, le fait d'avoir beaucoup de temps, ça change énormément de choses. Moi j'ai d'ailleurs du mal, enfin j'ai du mal, c'est que je n'arrive pas à faire des séances courtes, des séances en 1 heure. J'ai besoin je trouve que il y a besoin de plus de temps pour se déployer. Donc moi je travaille en séance individuelle d'1h30 ou 2 heures et je dis souvent, mais peut-être qu'un jour je le ferai vraiment, je dis souvent que si avec moi j'aurais une personne toute la matinée et une personne tout l'après-midi, vraiment de travailler à la demi-journée, qui est une demi-journée pour cette personne-là, pour avoir le temps de raconter son histoire, de faire différents exercices, d'approfondir, de tirer des fils et de poursuivre dans une histoire plutôt que de se retrouver coupé au bout d'1 heure et demie, 2 heures. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent que je déborde un peu de mes séances et que j'ai du mal à les finir pile à l'heure, parce que je trouve que quand on a démarré quelque chose, ça s'installe en fait, il y a un fil qui s'installe et de devoir arrêter de dérouler l'histoire, je trouve que c'est hyper frustrant. Et souvent je dis ça, peut-être même d'avoir des personnes à la journée
journée entière pour pendant une journée en individuel avoir le temps en fait d'approfondir et de prendre un temps pour soi. C'est pas la même chose de se caler 1h30 de rendez-vous au milieu d'une journée où on fait que courir et de prendre une journée entière pour soi. L'investissement personnel est pas le même parce que le coût financier fatalement est pas le même. De devoir prendre une journée entière pour soi, soit sur son temps de travail, soit sur son temps de week-end, donc ça veut dire sur son temps de famille, sur son temps de présence à ses amis, sa famille, ses proches, c'est pas la même chose que de caser une petite heure ou heure et demie comme ça. Et en fait, plus l'investissement personnel va être grand, que ce soit, peu importe, en argent, en temps, en démarche, dans le sens où, en autorisation personnelle, est-ce que je m'autorise à prendre du temps pour moi ? Et combien de temps ? Et à quel prix ? Et en prenant sur le temps de qui ? Parce que ce n'est pas la même chose de prendre du temps pour soi sur du temps qu'on a de toute façon de off. C'est déjà pas forcément si simple. Quand on a, je sais pas, une demi-journée de repos ou de dispo et les enfants sont à l'école, le conjoint ou la conjointe sont au travail, la famille va qu'à ses occupations et tout d'un coup on est seul avec soi-même. Est-ce que ce temps-là on va l'utiliser pour être pratique, utile, faire des courses, lancer des machines, voilà, pour essayer de s'économiser du temps de mettre, on va dire, ce temps dans un profit utile, ou est-ce que déjà on va réussir à se la prendre cette demi-journée pour soi, pour rien faire, pour regarder la télé, pour bouquiner, pour faire du coloriage, pour aller se faire un massage, pour, je sais pas, prendre soin de soi, aller se balader, juste prendre du temps pour soi. C'est déjà pas si simple. Mais alors prendre du temps sur soi, pour soi, sur du temps qui est censé être partagé avec d'autres, c'est encore plus compliqué. J'ai accompagné quelqu'un qui savait très bien faire ça, qui avait un emploi du temps où il y avait des temps off en fait dans la semaine, et cette personne n'avait aucune difficulté à prendre soin d'elle sur ces moments-là, à aller faire du shopping ou à aller se balader ou à varier un peu les choses comme ça qu'elle s'autorisait à faire. Et finalement, elle s'est rendue compte à travers son cheminement et les différentes expériences qu'elle a eues à traverser, qu'en fait prendre du vrai temps pour soi, c'est aussi de le prendre pour soi potentiellement au détriment des autres, ou en tout cas c'est comme ça qu'on va le ressentir, de prendre du temps qu'on pourrait partager avec d'autres et de dire non, en fait là je devrais ou je pourrais être avec toi, mais je vais prendre du temps pour moi. Alors que c'est du temps où on pourrait être ensemble sur les week-ends par exemple. On profite déjà pas beaucoup de ses enfants, de sa famille parce qu'on court partout au travail, et donc prendre un moment rien que pour soi sur du temps en famille quand déjà on n'a pas beaucoup de temps en famille dans la semaine, c'est encore autre chose. Et quand on s'autorise à faire ça, le cadeau derrière en fait est encore plus grand, puisque ce qu'on va retirer de notre travail personnel, et que ce soit en thérapie ou en autre chose, mais l'investissement que ça va nous demander, plus il va être grand, plus notre investissement personnel, comment on va s'investir dedans, comment on va utiliser les ressources de ce qu'on est en train de s'offrir, va être grand. Ça marche pareil pour une formation par exemple. Combien il y a de contenu gratuit sur internet? Moi la première, il y a une méditation gratuite que je mets à disposition. Il suffit de rentrer son mail et on reçoit un lien pour une méditation. C'est une méditation qui dure 40 ou 45 minutes, un truc comme ça. Il y a des méditations qui sont payantes. Celle-là, elle est gratuite, mais elle n'est pas de moins bonne qualité sous prétexte qu'elle est gratuite. Et il y a beaucoup comme ça de supports gratuits qui sont d'extrêmement grande qualité, avec vraiment du contenu, avec des choses qui ont vraiment beaucoup de valeur. Mais sous prétexte que c'est gratuit et qu'on l'a téléchargé parce que voilà, on s'est inscrit à une newsletter, on a eu un document gratuit, ça nous a rien coûté. Ça nous a coûté 4 secondes d'écrire notre mail dans un formulaire, mais on n'a pas dépensé ni de temps ni d'argent dans ce truc-là, et du coup bien souvent ça reste dans la boîte mail et on l'ouvre même pas en fait, bien souvent, ou alors on va le lire en diagonale
Et finalement, ça a la valeur qu'on lui donne. Alors ça arrive d'avoir des contenus qui sont de mauvaise qualité ou qui sont vraiment très riches, mais ça, dans les trucs payants, c'est pareil. On peut avoir des trucs qui nous correspondent, d'autres finalement c'était pas pour nous, ou on trouve que c'est un peu pauvre parce qu'on connaissait déjà beaucoup ce sujet-là et que finalement c'était plus pour des novices ou peu importe. Là, je suis pas en train de juger la qualité du produit. Je suis en train de vous parler de notre manière, mais comme toujours, en fait, finalement, c'est neutre. Les faits sont neutres, comme je le dis souvent, et c'est ce qu'on va en faire, nous. Et ce que chacun va en faire va dépendre de l'investissement que ça aura demandé. Si on a acheté une formation en ligne à 30 €, si on la fait pas, c'est pas très grave. Si on va pas au bout, c'est pas hyper grave. On a perdu 30 balles, alors c'est pas très grave. Et comme si ça avait moins de valeur, le contenu. Mais on va imaginer vraiment que c'est toujours le même contenu, exactement le même contenu qui va être soit gratuit, soit à un petit prix, soit à un prix beaucoup plus élevé, sachant que le côté cher, pas cher, quand on dit cher ou pas cher, déjà c'est très très subjectif, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Quelque chose de pas cher pour quelqu'un peut être extrêmement cher pour quelqu'un d'autre et inversement. Donc on va plutôt parler de prix plus ou moins élevés, mais ça n'a pas forcément à voir avec la valeur du produit. Sauf que si on a acheté une formation à 3 000 €, on va s'investir dedans bien plus que si on en a dépensé que 30 € ou si c'était gratuit. Et pourtant, on parle toujours exactement du même contenu. C'est l'investissement personnel qui va pas être le même. Et bien souvent, l'argent est un sacré levier on se sent obligé, en fait, quand on dépense de l'argent, bien plus obligé de rentabiliser cet argent dépensé. Alors que finalement, c'est sur soi qu'on investit. Mais que ce soit du temps ou de l'argent, ça fonctionne exactement pareil. Si tu t'autorises à faire un atelier collectif sur une journée complète et que ça veut dire qu'il faut que tu poses une journée de travail ou que tu prennes sur ton week-end, sans même parler encore d'argent, ça va te demander j'ai carrément pris une journée sur mes congés où je vais pas passer de temps en famille alors que j'aurais pu. Donc on sent qu'il y a déjà un coût personnel. Et l'investissement personnel dans la manière dont tu vas participer, mettre toute ton énergie au service de ce que tu te seras offert, déjà va avoir bien plus de valeur pour toi. Il y aura beaucoup plus de transformation parce que tout part de soi finalement. Et si tu fais les choses en dilettante, sans trop t'investir, en prenant ça à la légère, le contenu peut bien être de qualité, ça change rien du tout au fait que tu vas pas en faire grand chose. Et je trouve que les leviers qui sont le plus forts en investissement personnel ou qui vont nous pousser à nous investir à fond, ça va être soit l'argent dépensé, soit le temps dépensé, voire les deux en même temps. Et du coup, ça c'est valable aussi bien en individuel qu'en groupe. Une séance individuelle offerte, tu vas pas en retirer la même chose que si tu as payé. Et pourtant, la séance va être la même, potentiellement. Mais vraiment, c'est comment toi, tu vas t'investir. Et c'est vrai que c'est souvent l'argent qui va venir permettre ce levier-là, ou le temps. Maintenant, sur le côté groupe, qu'est-ce que ça apporte, le travail en groupe ? Il y a une puissance dans l'énergie de groupe qu'on ne retrouve pas en individuel. C'est vraiment un truc... Faut le vivre au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte. Moi, j'ai pu participer à des ateliers en demi-journée, en journée, en week-end. Au plus long, c'était 3 jours que j'ai pu faire. Et je sens que j'aurais envie d'aller même plus loin et un jour de faire une retraite à l'étranger, dans un autre pays, tant qu'à faire, pour un côté coupure de plein de choses. Coupure de temps, une parenthèse quoi, un voyage, vraiment. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie ça fait partie de ce qui a fait naître le voyage initiatique qu'on prépare avec Yann et Alexia à Ouessant. Donc c'est pas dans un autre pays, mais il y a un côté traversé avec un bateau, il y a comme un voyage quand même pour aller, alors c'est pas le bout du monde si t'habites en Bretagne, c'est pas non plus le voyage du siècle, mais peut-être que si tu viens déjà de plus loin, faut traverser une partie de la France, prendre le bateau, etc. Il y a quand même quelque chose d'un mouvement, d'un voyage, et c'est un premier pas vers quelque chose qui
qui me fait vraiment vibrer déjà moi, et c'est valable pour tout le monde, quand dans notre travail on fait des choses, on propose des choses, on crée des choses qui nous font vibrer nous, finalement ça contribue à la beauté de ce qu'on est en train de créer, parce que ça a du sens finalement. Et j'aimerais partir peut-être une semaine dans une retraite dans un autre pays, et je le ferai parce que c'est vraiment c'est des moments de vie qui sont vraiment hors du temps, et qui apportent du coup des cadeaux, des clés qui sont totalement hors normes aussi, qui sont à la hauteur de la grandeur de ce qu'on s'offre. Et investir sur soi, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire. Mais que ce soit en s'offrant, par exemple, je suis en train de regarder là mon micro en face de moi, je me suis acheté un micro à une centaine d'euros, quand il y a des micros à 10, 15, 20 euros, j'aurais pu, mais le fait de m'être acheté un micro un peu plus qualitatif, d'y avoir mis une somme un peu plus élevée que ce que j'aurais pu, finalement, ça donne une qualité de son, peut-être que il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui verraient la différence entre ce micro-là et peut-être les premiers épisodes où je le faisais tout simplement avec le dictaphone de mon téléphone sans même un micro. J'ai fait quelques épisodes aussi avec des écouteurs et un petit micro d'écouteur là. Je veux dire, le taf était fait, vous aviez du son, il y avait une qualité d'écoute qui était peut-être moins bien, mais finalement le message passait tout aussi bien. Donc ça peut paraître peut-être inutile, peut-être futile, peut-être une perte d'argent, mais quelque part je me suis fait plaisir, je me suis offert du matériel de qualité, j'ai mis un peu plus d'argent que ce que j'aurais pu, ça reste un micro, il y a des micros qui sont bien plus chers que 120 euros je crois, mais en tout cas il y a ce côté, je prends plaisir à faire mon podcast, je vois là mon micro que je me suis offert, et ça vient contribuer à l'énergie que je mets aussi dans mon podcast, parce que j'ai investi sur moi, j'ai cru en moi, je me suis dit je vais m'acheter un micro à 120 euros, peut-être que ça fait partie ou pas, j'en sais rien, mais peut-être que d'une certaine manière ça m'aide à me dire allez, fais ton podcast parce que c'est des moments qui te font du bien, tu t'es acheté du bon matériel pour le faire, ce serait quand même gâché, et peut-être que ça m'aide à tenir parce qu'il y a eu un investissement financier. Alors on n'est pas dans des sommes mirobolantes, mais j'aime bien moi donner des exemples aussi dans le quotidien qui sont moins impactants, mais qui ont exactement la même valeur de sens. Et finalement, de voir ce beau micro là, qualitatif, et de m'être offert ça, je me dis, finalement, ça en vaut la peine de m'offrir des choses pour travailler de manière qualitative et avec du matériel qui a un son sympa. Et voilà, mais j'aurais pu faire sans. C'est toujours des histoires de choix et de la valeur qu'on va se donner, et puis finalement de l'investissement qu'on va mettre derrière, et de l'énergie dans laquelle on va faire les choses. Donc le travail en groupe, quand j'en parle avec les personnes que j'accompagne en individuel, je vois bien que les personnes sentent à quel point ça pourrait être bénéfique, et en même temps il y a toujours ce frein. Alors les trucs qui reviennent le plus souvent, c'est ouais mais moi je suis pas sûre d'avoir ma place. Le nombre de personnes qui viennent en thérapie en disant ouais mais il y a tellement pire, est-ce que j'ai vraiment le droit de m'offrir de l'accompagnement thérapeutique parce que quand même j'ai juste des problèmes de boulot, ou j'ai juste des problèmes avec mon conjoint, ou c'est juste un peu dur avec mes enfants, alors qu'il y en a qui vivent des trucs vraiment beaucoup plus durs, comme s'il y avait une échelle de valeur, et qu'il y avait une limite avant d'avoir le droit de prendre soin de soi, et d'avoir cette bienveillance envers ses émotions et ce qu'on traverse. Et finalement, dans un groupe, les gens ont peur souvent de pas avoir leur place parce qu'ils ont pas des trucs assez graves, ou ils ont pas vraiment eu des trucs trop douloureux. Donc est-ce que j'ai ma place dans un groupe? Et puis il y a le côté aussi prendre la parole, juste prendre la parole, sans même parler du contenu de ce qu'on va dire devant d'autres personnes, ça freine beaucoup. Et encore plus pour parler de choses intimes, bien souvent de choses desquelles on n'a peut-être jamais parlé à ses amis proches, à sa famille, etc. Il y a des choses que parfois on garde secrètes, bien lourdes à l'intérieur de soi, dont on n'ose pas parler avec les gens qui nous entourent. Et de se dire, alors j'ai déjà du mal avec les gens qui m'entourent, mais alors avec des inconnus, ça va pas le faire, je vais jamais y arriver. Et en fait, en réalité, ce qui se passe dans les groupes comme ça, ce qui est assez incroyable, c'est la bienveillance et l'accueil qu'on ressent quand on se met à parler et à raconter son histoire, ou à participer aux différents exercices. Parfois c'est en binôme, et il va y avoir un lien très particulier qui va se créer avec la personne avec qui on va avoir ce binôme.
et on va partager des grandes choses. Il y a aussi les constellations de groupe où là on va tout au long de la journée, ça c'est un outil mais extraordinaire aussi, les constellations de groupe. Si tu connais pas, je t'invite à aller te renseigner sur cet outil-là parce que vraiment c'est un outil incroyable. C'est un outil énergétique qui va permettre de positionner dans l'espace. Alors ça peut se faire en individuel aussi, mais aussi en groupe, où on va choisir des personnes qui vont représenter des valeurs ou des membres de la famille ou des situations, et on va les positionner. On va positionner les gens, et puis parfois on va voir que y a, je sais pas, son père et sa mère qu'on a représentés, qu'on les a mis dos à dos, et on voit qu'ils regardent pas du tout dans la même discussion et qu'ils ont pas l'air de tenir compte l'un de l'autre, des choses comme ça. Qui sont pas forcément le reflet d'une réalité à un moment T d'une vie, mais en tout cas c'est le ressenti qu'on en a ou l'image qu'on en a, qu'on va mettre en place, et c'est comme si on allait pouvoir voir concrètement, matérialiser sous nos yeux comment on ressent une situation, et de pouvoir venir mettre du mouvement là-dedans, et c'est un outil incroyable. Et quand on participe à une constellation, il y a le moment où ça va être notre histoire ou notre situation qui va être constellée, et donc on va être au cœur de cette constellation qui est la nôtre, et puis parfois on va être on va être au service de la constellation de l'autre, et on va être choisi pour représenter différentes valeurs, et c'est incroyable ce qu'on ressent à ce moment-là. On va sentir si la personne qu'on est et l'emplacement dans lequel on est, si on est à l'aise, pas à l'aise. C'est assez impressionnant. Moi, tout ce qui est travail énergétique comme ça, je trouve ça vraiment magique, parce que j'aime bien voir ça comme ça, mais c'est vraiment d'une puissance assez incroyable. Et c'est vraiment quand on ressort d'une journée comme ça, une journée entière, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est d'une richesse, c'est parfaitement hallucinant ce qu'on peut retirer de là. Et sur les week-ends complets, c'est pareil, il y a vraiment une coupure du quotidien, il y a une espèce de rupture avec le quotidien, une vraie parenthèse qui va nous permettre de nous déposer, de prendre du temps, de nous reposer, de rencontrer des gens, et finalement d'avoir des discussions qui n'ont rien à voir avec des discussions avec des gens qu'on rencontrerait dans une soirée par exemple, où là les premières questions vont être assez vite, bah tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as des enfants, t'es en couple, ça se passe comment, et toi, c'est quoi tes passions, etc. Des choses comme ça qui vont concerner notre contexte, ça va être très socio-culturel finalement les conversations. Alors que là, moi je me suis vue participer à des journées ou à des week-ends ou même à une année entière où une fois par mois on se réunissait avec les mêmes femmes et où on a fait des cercles de femmes, et où ça c'est d'une puissance aussi mais incroyable. Je crois que c'est l'exercice, c'est la configuration dans laquelle j'ai ressenti l'accueil le plus inconditionnel et le plus grand, et c'est l'exercice dans lequel je me suis sentie pleinement à ma place, à occuper un espace-temps, une place physique, que dans le cercle de parole, alors que ce soit en cercle de femmes ou en cercle mixte, peu importe, mais le cercle de parole permet de se sentir pleinement à sa place, que ce soit en temps, en énergie, et même en place physique. C'est hallucinant. Je peine à trouver des mots pour pouvoir décrire ce qui se passe quand on vit comme ça des moments de groupe. Et j'ai tissé des liens extrêmement forts, extrêmement intimes avec certaines personnes plus que d'autres, comme partout au sein de ces cercles-là. Et quand je revenais sur certaines expériences en racontant à mon conjoint certains exercices que j'avais pu traverser, etc., ou en disant que ça avait fait écho à l'histoire de quelqu'un d'autre, et je me rendais compte, en fait, quand il me disait « Ah, ok, alors, attends, comment elle s'appelle, elle ?» Et j'étais là, ben, je sais pas. Il y avait certaines femmes, je connaissais même pas leur prénom. Et même dans les moments off, ça m'est même pas venu à l'esprit de demander leur prénom. Je me suis rendu compte que je savais pas si certaines, à moins qu'elles en aient parlé dans ce qu'elles partageaient, je savais pas forcément si elles avaient des enfants ou pas, quelle était leur situation professionnelle ou pas. Et finalement, les premiers trucs par lesquels on va créer du dialogue et du lien dans la vie normale, finalement, dans des groupes comme ça de thérapie, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune importance. C'est pas pour ça qu'on vient. Et si la personne dépose autour de son travail, bon bah on sait, parce que si la problématique est autour du travail, on va connaître la situation, ce qu'elle fait comme métier ou quoi, mais on va pas forcément connaître sa vie de famille ou inversement. Et ça vient même pas dans les conversations, je sais pas comment dire, c'est pas qu'on se l'interdit, c'est juste que je m'étais même pas rendu compte en fait jusqu'à ce que mon mari me dise
parce que sans raconter, parce que évidemment on ne raconte pas, hein. On peut raconter notre expérience qu'on a vécue, peut-être l'écho qu'il y a eu avec les situations des autres, mais l'idée c'est de ne pas, il y a vraiment c'est pas que c'est un secret, mais il y a une vraie intimité qui n'est pas partagée. Ça pourrait être ces phrases un peu marrantes comme ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais c'est un peu ça en fait. Ce qui se passe en thérapie, reste en thérapie, que ce soit en individuel ou en groupe. Après, on peut aussi raconter qu'on a été touché par une histoire, mais l'idée, et puis ça se fait de toute façon très naturellement, on ne raconte pas l'histoire des autres, ou en tout cas, on ne les nomme pas je sais pas comment dire, c'est quelque chose qu'on pose, ça fait partie du cadre de l'accompagnement thérapeutique en individuel ou en groupe, mais c'est en racontant les échos parfois avec certaines femmes, de me rendre compte, de dire je sais même pas si elle a des enfants, tiens, je sais même pas si on a ce point commun là, par exemple, est-ce qu'on a des enfants, est-ce que machin, et est-ce qu'on a les mêmes goûts, est-ce qu'elle fait du sport, et en fait, j'en savais rien. Par contre, je savais des choses sur ces femmes et sur leur parcours que je ne sais pas sur mes proches. Et c'est vraiment un lien, c'est hyper particulier et je trouve ça extrêmement riche. Et ces liens qu'on va tisser d'une intimité incroyable qui n'existe parfois pas en fait à l'extérieur de ces groupes-là. Ça dépend comment tu te places par rapport à ton intimité, à ton histoire, si tu as de la facilité à en parler ou pas. Mais en tout cas, on se retrouve à avoir des conversations avec des quasi-inconnus, enfin en tout cas sur le départ c'est carrément des inconnus, à avoir des conversations d'une intimité, à entendre des histoires d'une intimité incroyable et à raconter notre propre intimité, nos bas, nos galères, nos doutes, nos peurs, nos hontes, nos traumas, et de sentir en fait que parfois on s'était fait une fausse idée aussi, et c'est vraiment, mais c'est des moments vraiment incroyables. Ça doit se sentir, que je trouve pas les mots, mais je pense qu'énergétiquement dans la manière dont j'en parle, je pense que tu perçois au-delà de ce que j'essaye de transmettre qu'il y a vraiment quelque chose qui se vit en fait, et c'est pour ça que même moi qui aime tant les mots et qui trouve qu'il y a besoin de mettre des mots sur les mots MAUX, il y a des choses qui se vivent malgré tout, et des retraites comme ça, des voyages ou des ateliers de groupe, c'est difficile de raconter la richesse qu'on peut y trouver et vraiment la bienveillance. Souvent il y a plusieurs thérapeutes aussi. Alors parfois il y a qu'un thérapeute aussi, mais ça peut arriver qu'il y ait plusieurs thérapeutes, donc ça permet aussi d'avoir différentes énergies dans les accompagnants. On va pas tous avoir la même sensibilité, rebondir sur les mêmes choses, on va pas apporter les mêmes choses quand il y a des soins énergétiques ou des exercices quels qu'ils soient. Chacun va avoir sa sensibilité, et parfois de s'offrir comme ça une journée, un week-end, un voyage où il y a plusieurs thérapeutes, ça revient, quand on va en individuel, il n'y a qu'un seul thérapeute en fait. Alors on peut avoir différents thérapeutes pour avoir différentes approches, différents outils, différentes énergies, différentes personnalités, différentes sensibilités, mais là c'est en même temps, c'est-à-dire qu'on s'offre des parenthèses où il y a plusieurs accompagnants. Enfin, c'est une richesse hallucinante d'être entouré par plusieurs thérapeutes comme ça, et par un groupe de personnes. On va toujours être très touchant pour certains, très touché par d'autres, et parfois juste à la fin d'un exercice, quelqu'un va avoir été très touché et va venir juste faire un câlin, et on va sentir un soutien dans ce câlin là où il y a même plus besoin de mots, encore une fois, et on se sent compris et soutenu, et vraiment le travail en groupe apporte cette richesse-là, cette chaleur-là, cet amour presque inconditionnel pour cet accueil. C'est vraiment, je ne sais plus comment te parler de ça pour te donner envie au moins une fois dans ta vie, déjà de te faire accompagner individuellement. Peut-être que je prêche pour ma paroisse et qu'on peut très bien s'en passer, mais moi je trouve que on devrait tous s'offrir de l'accompagnement individuel, pas forcément sa vie entière, mais sur des périodes difficiles. On devrait pouvoir s'offrir ce truc-là. Et oui, je sais que ça coûte de l'argent, qu'on n'a pas forcément tous les moyens, mais d'aller parfois se faire du shopping et dépenser une centaine d'euros, bien sûr que ça fait du bien, ou d'aller se faire
un week-end entre potes ou une super soirée où on va se faire un resto, un ciné, c'est génial et ça fait du bien, et je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire il faut s'offrir ces moments-là aussi de légèreté, mais cet argent-là qu'on dépense dans un bonheur immédiat, il est parfois plus facile à dépenser que de le dépenser pour aller dans les profondeurs et sur du travail où vraiment c'est de l'investissement sur la profondeur de ce qu'on est soi, et c'est pas si simple comme démarche. Mais ça vaut le coup de mettre cet argent et ce temps à ce service-là. Moi, c'est une croyance que j'ai profondément. Et je m'offre encore aujourd'hui de l'accompagnement individuel pour moi, parce que je trouve que quand on accompagne les autres, il faut absolument être accompagné soi-même aussi, pour être au clair avec son histoire, pour être dans les meilleures énergies, les meilleures dispositions, pour justement accueillir l'autre le plus inconditionnellement possible, bien qu'on soit tous des humains et que parfois on est fatigué, on a notre vie, on a nos problématiques, et c'est pas toujours si simple d'être dans une énergie totale et parfaite, parce qu'on n'est pas parfait, et tant mieux, j'ai envie de dire. Ce serait tellement lisse et tellement ennuyeux si on était tous parfaits. Mais l'idée, c'est que je continue, moi, à travailler thérapeutiquement, individuellement, mais aussi en groupe. Je m'offre ces retraites-là, ces week-ends-là, parce que c'est d'une richesse incroyable et que je peux le transmettre parce que je l'ai vécu aussi moi-même, et que vraiment, je sais que ça peut faire peur. J'ai eu moi-même très très peur. J'ai eu énormément de mal à m'inscrire à mon tout premier stage, qui était le stage de l'enfant intérieur avec Yann Cano, que j'accompagne aujourd'hui avec lui à ses côtés. C'est le premier stage que j'ai fait moi en tant que participante, mais il m'a fallu des mois, je crois, pour réussir à sauter le pas, de me dire ok, je m'offre ce truc-là, mais j'avais super peur, mais mon Dieu, c'est un des plus beaux cadeaux que je me sois jamais fait. Vraiment, c'est quelque chose, si tu sens qu'il y a quelque chose qui te parle, mais qu'il y a beaucoup de freins qui viennent, hésite pas à me contacter pour qu'on en échange, parce que s'il y a quelque chose qui résonne en toi, que c'est énergétique, que c'est intuitif, mais qu'il y a ton mental qui vient un peu à la charge en mode « Oh mais arrête, tu vas pas faire ça », essaye d'écouter ça, d'écouter ton intuition, et si tu sens qu'il y a eu un appel quelconque, renseigne-toi. Moi, je propose donc la retraite à Ouessant, là, c'est le 27, 28, 29 mai, ou je sais plus les dates, mais c'est à peu près ces dates-là. Je vais les remettre dans la description. C'est un lundi, mardi, mercredi, fin mai. Donc voilà ce que moi je propose aux côtés de Yann Cano et d'Alexia Collin. On sera tous les 3 pour encadrer un groupe, vous serez 11 maximum, il y a pour l'instant 8 personnes, donc il reste quelques places. S'il y a quelque chose qui t'appelle, n'hésite pas. Si mon énergie te plaît, écoute, ce sera un grand plaisir de t'accueillir dans ce cadre-là, dans ces accompagnements collectifs. Il y a aussi les cercles de femmes qu'on propose avec Alexia, il y a aussi des cercles de parole que je propose seule au sein de l'association Éorine à Fouesnant. Donc voilà, si ces accompagnements de groupe de diverses envergures te parlent, n'hésite pas à te renseigner, n'hésite pas aussi de te renseigner auprès d'autres personnes dont la vibration te plaît, et de regarder ce que tu pourrais faire dans une démarche comme ça collective. Je te promets que tu en ressortiras tellement grandi, tellement riche de plein de choses, que ça vaut le coup. Donc, j'espère que ça t'a donné envie, j'espère que si tu sens cette envie grandir en toi, tu vas écouter ça et t'autoriser à vivre un truc pareil, de venir avec ta fragilité, tes peurs, et peut-être même de venir en disant que t'as super peur d'être là et que t'as peur de pas avoir ta place. Tu verras comme tu recevras à la hauteur de ce que t'auras déposé. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je te souhaite un beau chemin vers toi, que ce soit seul, accompagné en individuel ou en groupe, mais en tout cas n'hésite pas à cheminer vers toi et offre-toi ces moments qui t'appellent, qui te parlent. Autorise-toi à vivre ces grandes choses-là. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon le moment auquel tu écoutes ce podcast, et je te dis à très vite. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.